Vos manettes cachent de nombreux secrets, planqués sous un bouton visible uniquement au microscope ou simplement des fonctionnalités que vous ne connaissiez pas. Xbox, Nintendo, PlayStation ou Sega, aujourd'hui on perce les mystères de toutes vos manettes préférées. Les secrets des manettes PlayStation. Triangle, rond, carré, croix, c'est devenu les symboles de la PlayStation. On les trouve partout. En dessous de la PS4 Slim, ils recouvrent le casque, la webcam et le corps de la PS5. Mieux, zoomez sur la manette où ils sont aussi là, imprimés en 3D microscopique, plus de 40 000 symboles qui servent de grippe. Ce que vous connaissez moins, c'est la signification profonde de ces signes. Son créateur Teiyu Goto ne voulait pas du ABXY de Nintendo, il voulait donner un vrai sens à chaque touche. Le triangle, c'est la direction, le regard du joueur. C'était destiné à ouvrir une carte, à loquer un ennemi ou à changer la caméra. Le carré, lui, représente une feuille de papier, c'est les menus et les documents. La croix et le cercle, quant à eux, renvoient directement à l'école japonaise, une croix bleue signifiant une erreur et un rond rouge une bonne réponse. A l'origine, du coup, croix c'était pour annuler et rond c'était pour valider et faire une action. Or aujourd'hui, on fait tout l'inverse parce que les premiers développeurs trouvaient le X plus visuel, plus facile d'accès. C'est donc devenu le bouton d'action, trop tard pour changer. Sinon, comme vous le voyez, les manettes PlayStation ont un peu évolué en design avec les années, mais ça a failli ne pas être le cas. Déjà sur la première, vous remarquez l'absence de stick, c'est seulement en 96 que Sony sortira la Dual Analog, accompagnée des deux seuls jeux compatibles à l'époque, Tobal 2 et Bushido Blade. Est-ce que vous imaginez jouer à un jeu 3D sans stick? Voilà l'enfer qu'ont dû vivre nos darons. Apprendre à se servir des deux sticks n'était pas facile, c'est drôle de voir à quel point les développeurs étaient super hypés alors qu'aujourd'hui ça paraît totalement normal. À côté de ça, alors que la DualShock n'avait pas vraiment de problème de design, Sony a voulu faire peau neuve. 9 ans plus tard, la PS3 est annoncée et une nouvelle manette est présentée, la Boomerang. Un prototype critiqué pour son ergonomie, et ça se comprend, c'est archi moche. Au final, Sony change d'avis et elle ne sera jamais commercialisée. Ben ouais, vous imaginez les crampes de poignet à la longue? Essayez de tenir votre casque dans cette position, vous verrez à quel point c'est inconfortable. Heureusement, c'est une erreur que Sony ne commettra qu'une fois, et l'une des principales raisons pour laquelle le design des manettes est resté le même que celui des premières consoles. On a pu malgré tout assister à plusieurs nouveautés avec l'arrivée de la PS4 en 2013, l'ajout d'un pavé tactile et d'une barre lumineuse dont vous ne connaissez peut-être pas toutes les fonctionnalités. Elle permet d'identifier le joueur en attribuant une couleur à son profil, pratique pour retrouver sa manette en cas de pause, mais surtout ça renforce l'immersion. Par exemple dans certains jeux, quand la vie du personnage est basse, ta manette va clignoter en rouge. En mode veille, ça permet aussi de connaître l'état de chargement de la manette par l'intensité de la barre lumineuse. Une autre fonctionnalité méconnue de la DualShock, c'est la possibilité de zoomer à n'importe quel moment en utilisant les touches PS et carré après activation dans les paramètres d'accessibilité. C'est utile pour profiter des paysages de nos plus beaux jeux ou lire les documents écrits trop petits. Bon, par contre, vous pourrez rien faire pendant le zoom, ni déplacer le perso, ni prendre des captures d'écran. Les secrets des manettes Xbox. Voilà ce qu'était la première manette Xbox. Un gros camion de 6 tonnes, pas très joli, une forme bizarre, un logo énorme, des touches tordues et un pad arrondi pas du tout précis. On l'a d'abord surnommé Fatty, puis Duke Controller. C'est finalement devenu son nom et son histoire est un véritable désastre industriel. En gros, le souci, c'est que l'intérieur de la manette a été réalisé avant la coque. L'entreprise chargée de créer les circuits imprimés s'était inspirée de la forme plate de la Dreamcast, une sorte de petite assiette. Quand Xbox les reçoit, c'est déjà trop tard. Il ne reste plus qu'à créer le boîtier autour de ce monstre beaucoup trop grand. Pour la petite histoire, le concepteur s'est même rendu sur un plateau télé japonais pour démontrer que la manette n'était pas si grosse car elle pouvait tenir sur sa jambe. Manque de bol, les japonais sont plus petits que les américains et la manette tomba des genoux du présentateur. Imaginez un peu un enfant japonais avec ça dans les mains, c'était juste invendable. Aujourd'hui, c'est devenu une blague des community managers Twitter de Xbox. On la retrouve même en passant une lumière ultraviolet sur la boîte de la manette spéciale 20 ans. Une version Duke des manettes de Xbox One est aussi sortie en 2017 pour les plus nostalgiques. Depuis, ils se sont bien rattrapés. Et la Elite Series 2 était considérée jusqu'à peu comme la meilleure manette par bon nombre de joueurs, validée par Kobalade lui-même. T'es fou la play, frère. Et moi je suis plus à l'aise sur la Xbox. Hein. Malheureusement, elle a perdu son titre qui revient désormais à la DualSense de PlayStation. La manette Xbox One est également très appréciée. On y trouve un petit easter egg rigolo dans le boîtier des piles, Hello from Seattle, en référence au bureau de Microsoft. Pour les manettes Minecraft Edition, c'est une carotte et une powder. Cette manette, ils s'en sont donné les moyens pour la rendre parfaite. Plus de 100 millions de dollars rien que pour la recherche et développement.
autant que pour le film 1917. Parmi les pistes de recherche abandonnées, la manette Xbox devait diffuser des odeurs en fonction des lieux du jeu. Tu te promènes dans un bar et paf, une odeur de cigarette. La fonctionnalité ne verra jamais le jour, les odeurs restaient trop longtemps présentes dans la pièce. Et qui voudrait se balader dans les égouts de The Last of Us? Il devait aussi y avoir un projecteur intégré pour diffuser les images du jeu dans la pièce et augmenter l'immersion. Le résultat était pas ouf, ça faisait mal aux yeux et n'apportait pas grand chose. Ils ont essayé de mettre l'écran sur la manette, mais ce n'était pas très ergonomique d'avoir les yeux à la fois sur sa télé et dans ses mains. Sinon, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les manettes Xbox n'avaient pas de haut-parleurs intégrés comme d'autres consoles? Certains prototypes en possèdent, mais Microsoft n'était pas satisfait du son et ont jugé la fonctionnalité obsolète. Après tout, la télé est déjà là pour ça. Un designer a tout de même proposé une idée intéressante pour la dernière génération de consoles, le projet Oris, une sorte de Alexa version gaming, avec son son 3D et son projecteur laser 8K HDR. Vous pouvez jouer directement sur les murs de chez vous. Côté manette, on y trouve un écran tactile, un pad à reconnaissance biométrique et la possibilité de charger les manettes sans câble, rien que ça. A voir si de telles technologies voient réellement le jour dans les années futures. Vous l'aurez compris, pour Microsoft, l'innovation c'est la clé. C'est pourquoi il existe une manette spéciale jeu de combat en 2D sur Xbox, la Fighting Commander Octa. Un seul stick et plus de touches, ça vous rappelle peut-être le design de la Sega Saturn. Normal, la console était spécialisée dans ce style de jeu. Microsoft pense même aux joueurs souffrant de handicap avec l'Adaptative Controller, avec ses deux gros boutons customisables et ses différents gadgets utilisables comme des sticks supplémentaires. Le Times l'a même élu comme meilleure invention 2018. Et pour les joueurs les plus ardus, une version Elite des manettes existe depuis 2015, permettant d'interchanger les différents modules en fonction des jeux et des besoins. Elle aura permis à Xbox d'ouvrir le marché des manettes customisées. Les secrets des manettes Nintendo. Il y a un message caché sur la manette Pro de la Switch. En abaissant le stick droit, on peut voir l'inscription « Thanks to all game fans ». Merci à tous les fans de jeux vidéo. Quand vous allumez cette console, on vous demande d'appuyer 3 fois sur la touche A, mais en réalité on peut utiliser n'importe quelle touche des Joy-Con. Les gâchettes et les sticks possèdent même une sonorité spéciale qui rappelle certains jeux Nintendo. Ce qui permet même de faire de la musique. Mieux, en utilisant la manette spéciale Super NES, les sons du menu changent en mode old school. La barre verticale devient violette et blanche pour rappeler les couleurs rétro. Car oui, Nintendo c'est une longue histoire dans le jeu vidéo. 14, c'est le nombre de consoles de salon qu'ils ont produit depuis la fin des années 70. Et ce, sans compter les consoles portables comme le Game Boy et la DS. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 14 versions de manettes, il y a eu du changement. Il faut savoir que la quasi-totalité des standards des manettes actuelles viennent de Big N. Si les touches sont rondes, c'est grâce à la famille Computer. Avant, elles étaient carrées, mais Nintendo s'est rendu compte que les touches avaient tendance à pivoter sur leur axe. Lorsqu'on appuyait dessus, les coins venaient se bloquer sous la coque, un enfer qui faisait bugger tout le jeu et rendait votre manette obsolète. La NES a même reçu un Emmy Award pour l'invention du pavé directionnel, particulièrement innovant à l'époque. Sa successeur, la Super NES, a apporté les boutons du haut auxquels sont plus tard venus s'ajouter les gâchettes. C'est aussi Nintendo qui a donné le nom de vos touches. A et B c'était plus original que 1 et 2, qu'on voyait sur toutes les manettes des premières consoles. Puis on est passé à A, B, X, Y. Pourquoi avoir pas fait ABCD? Déjà à cause de la sonorité, trop similaire, surtout en japonais. Mais aussi parce que ce serait mal aligné. C'est logique. Et finalement, puisqu'on avait quand même besoin de plus de touches, on a rajouté Z et C, mais à des endroits différents, du coup c'est un peu le bordel. Il faut dire que les manettes de Nintendo n'ont pas toujours fait l'unanimité, c'est ce que prouve la Nintendo 64. Déjà tu vois ça, tu sais pas comment tenir l'engin, les 3 poignées servaient en fait à atteindre directement les boutons en fonction des jeux auxquels vous jouiez. Pour un jeu 2D on privilégiait les 2 poignées opposées, la croix directionnelle et les boutons d'action. Pour un jeu 3D on se sert de la moitié droite de la manette, et pour les FPS de la partie gauche. Certains jeux avaient besoin d'un module de sauvegarde qu'on fixait sous la manette pour enregistrer la partie. Ce module peut être remplacé par un Rumble Pack, l'ancêtre des vibrations, ce qui donne l'impression de tenir un bloc de pierre beaucoup trop lourd et pas ergonomique. La manette GameCube a bien rattrapé ça et encore aujourd'hui c'est la favorite des joueurs pro Smash. Elle ne vous donne peut-être pas très envie, avec sa forme étrange, ses touches placées bizarrement et ses sticks à crans octogonaux. Pourtant, au niveau ergonomie, elle est incroyable. Ce n'est pas le seul exploit qu'a accompli Nintendo avec sa GameCube. En 2002, il sortait la première manette sans fil, la Wavebird. 3 ans avant la Xbox et 4 ans avant la PlayStation. Ouais, bon, niveau esthétique, c'était pas trop ça. En parlant de GameCube, vous vous souvenez de son écran de démarrage? Eh ben, il y en avait un secret si on maintenait la touche Z. Les secrets des autres manettes.
Savez-vous qu'il y avait des jeux dans la manette Dreamcast de Sega? Visuellement, elle est déjà bien particulière pour l'époque, avec son unité de mémoire visuelle, un écran intégré qui permettait d'afficher les infos bonus sur certains jeux, on pouvait même le détacher de la manette pour avoir accès à une mini console portable, et mine de rien, il y avait pas mal de mini-jeux. Le plus marquant, c'est KO Adventure de Sonic Adventure. Tu pouvais y attraper des chaos que tu importais sur ta VMU pour t'en occuper, comme dans un Tamagotchi, leur donner à manger, les regarder se balader, les faire évoluer et même les envoyer combattre avec d'autres joueurs. Sinon, vous vous souvenez des messages cachés sur les manettes Switch et Xbox? Les manettes Oculus Rift reprennent le concept, mais de façon bien moins cool. Big Brother vous regarde. Espace alloué, les maçons étaient là, salut Fixit, on vous voit, et d'autres messages inquiétants ont été retrouvés sur les composants, une blague de geek qui n'a pas du tout plu, ce qui a poussé l'un des chefs concepteurs à publier des excuses aux joueurs. Les marques de jouets ont aussi de l'humour, Fisher-Price a voulu rendre hommage à Nintendo en implémentant un petit easter egg dans une manette pour enfants, il suffisait d'entrer le Konami Code, une combinaison de touches complexes développée par un employé de Konami qui servait essentiellement de cheat code. Le jouet se met alors à clignoter, vous avez gagné. Comme on a pu le voir, les manettes ont beaucoup de secrets et ont beaucoup changé. A votre avis, est-ce que dans 20 ans, on jouera encore avec des manettes de jeux vidéo? Si oui, à quoi ressembleront-elles? Cet accessoire est un peu le symbole de notre passion et je suis vraiment curieux de savoir comment il évoluera. Aujourd'hui, tous nos constructeurs préférés convergent vers la même forme de manette. Est-ce qu'après tous les ratés, les concepteurs continueront d'innover? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si ça vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. Allez les amis, ciao!